Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Nous allons continuer à soutenir massivement l'Ukraine. C'est le message des chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles hier. Soutien qui passera par l'organisation d'un nouveau sommet jeudi prochain à Paris. La coalition des volontaires, comme l'a présenté Emmanuel Macron, réunira plusieurs pays européens ainsi que Volodymyr Zelensky. Objectif, faire aboutir les discussions menées depuis plusieurs semaines qui concernent, Arthur Delaborde, la question des garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine. Ses alliés sont derrière l'Ukraine pour l'armer jusqu'au bout. C'est ce que veut démontrer Emmanuel Macron avec un nouveau sommet. Jeudi prochain à Paris, en présence du président Zelensky, nous finaliserons nos travaux de soutien à court terme de l'armée ukrainienne, de défense d'un modèle d'armée ukrainienne durable et soutenable pour prévenir des invasions russes, et puis des garanties de sécurité que peuvent apporter les armées européennes. Pas d'accord à attendre en revanche sur l'envoi de troupes au sol. La perspective d'un cessez-le-feu étant encore trop lointaine, explique le président français. Pour l'heure, la priorité est de se concentrer sur les besoins militaires à court terme. Sur cette question de l'aide à Kiev, Emmanuel Macron ne cache pas sa satisfaction après le virage que vient d'amorcer Donald Trump en affichant sa volonté d'aider l'Ukraine à obtenir plus de systèmes de défense anti-aériens. Il y a à peine 15 jours, les Américains cessaient leur soutien de très court terme. Et donc la situation était très critique. Tout ça a complètement changé. Il y a une stabilisation du côté américain. Une stabilisation américaine qui intervient au moment où Vladimir Poutine exige la fin de l'aide occidentale et en fait une condition préalable à tout accord de paix. Arthur Delaborde à Bruxelles pour Europe 1. Et pour financer l'effort de guerre voulu par Emmanuel Macron, le gouvernement va lancer un produit d'investissement. On appelait aux Français pour subventionner la défense et ainsi aider directement les entreprises tricolores, notamment les petites et moyennes entreprises. Aurélien Fleureau, plusieurs options vont exister pour orienter son épargne. Oui, et la principale nouveauté, c'est un fonds qui vise la collecte de 450 millions d'euros porté par BPI France. Chaque Français pourra y investir à partir de 500 euros. Nicolas Dufour, que son directeur général. Ça veut dire qu'on va leur permettre d'investir dans un fonds vendu aux Français, qu'on va appeler BPI France Défense, et ce fonds investira lui-même dans des PME de la défense. Il s'agit là d'un placement de long terme bloqué au moins 5 ans, mais avec la garantie que les budgets défense seront en hausse constante à l'avenir. Même constat au niveau de l'Europe avec l'arrivée, il y a quelques jours, d'un ETF, ce type de placement qui séduit de plus en plus, spécifique à la défense, comme l'explique Mathias Bacchino, directeur des marchés européens de Trade Republic. En achetant cet ETF, vous achetez un panier d'actions de toutes les entreprises cotées du secteur de la défense en Europe. A priori, il va y avoir des centaines de milliards d'euros de commandes passées à ces entreprises. Enfin, pour ceux qui se disent qu'il y a malgré tout un risque, les produits existants comme l'assurance vie, le plan épargne retraite ou l'épargne salariale pourront être directement fléchés vers les entreprises françaises de défense. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. À Londres, l'aéroport d'Heathrow fermé pour la journée après un incendie. Le feu a pris cette nuit dans une station électrique et provoqué une panne de courant. Le trafic est interrompu pour raison de sécurité. L'aéroport de Londres Heathrow est le plus grand d'Europe. Il doit être libéré, les mots d'Emmanuel Macron hier après la peine de 10 ans de prison requise contre Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien de 80 ans dont l'état de santé inquiète comparaissait hier devant le tribunal correctionnel d'Alger pour un procès qu'on peut qualifier d'expéditif. Le président de la République a donc réclamé hier soir sa remise en liberté. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc s'il souhaite quitter l'Algérie, l'a quitter. Évidemment, ce qui s'est passé est très grave. D'abord, on attend le jugement qui, j'espère, interviendra rapidement, mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. C'est en ce sens que nous nous battons. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer en temps voulu. Plusieurs messages ont été échangés. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Et le verdict sera connu dans une semaine. Ce matin dans le Parisien, l'académicien Jean-Christophe Ruffin en appelle aux associations des droits humains comparant ces réquisitions à une peine de mort. Et la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, Noël Lenoir, sera l'invitée d'Europe 1 dans 5 petites minutes. Une nuit agitée à l'Assemblée nationale où l'on débattait hier soir de la loi narcotrafic portée par Bruno Retailleau. Vous l'avez compris, nous sommes victimes d'une panne informatique qui n'est pas... Alors, facétie des débats, monsieur le ministre, une petite pièce du système qui a chauffé.
Sous la tension, elle a chauffé. Donc le scrutin Séance public... perturbée, vous l'entendez, par une rarissime panne technique. Les députés ont dû voter un par un à voix haute, mais l'issue reste la même. Ils ont voté contre l'accès aux messageries cryptées comme Signal ou WhatsApp. Le ministre de l'Intérieur souhaitait lui permettre aux services de renseignement d'accéder aux conversations des narcotrafiquants. Et puis on le pensait condamné, le conclave sur les retraites de François Bayrou. Les partenaires sociaux lui accordent une dernière chance. Oui, les 3 syndicats de salariés et les 2 organisations patronales encore engagées se sont réunis hier au lendemain de l'annonce de la CGT de quitter la table des négociations. La question d'une fin anticipée était dans toutes les têtes, mais finalement, Barthélémy Philippe, il va bien se poursuivre. Oui, la CFTC va revoir sa position dans un mois, mais tous les partenaires sociaux veulent à ce stade poursuivre les négociations. Et la proposition de Marie-Lise Léon, patronne de la CFDT, de se dégager du cadre gouvernemental pour engager un cycle de réunions autonomes séduit déjà, à l'image de Christelle Thieffine, la négociatrice de la CFE-CGC. On s'affranchit de ce que a pu dire le gouvernement. Nous, on décide qu'est-ce qu'on veut faire autour de la table. La CPME est aussi partante. Éric Chevet, négociateur de l'organisation patronale. Les travaux sont pollués par le débat politique. Récupérons le pilotage dès lors qu'on se sera accordé sur les objectifs. De leur côté, le MEDEF et la CFTC semblent plus réservés sur ce nouveau cadre. Il s'agirait d'une petite révolution qui verrait les partenaires sociaux piloter le régime général à la place de l'État, ce qu'ils font déjà avec le régime complémentaire Agirc-Arrco qui, lui, est à l'équilibre financier. À plusieurs reprises, François Bayrou s'est déclaré favorable à une gestion du régime général par les partenaires sociaux, mais il faudrait une loi pour qu'un tel scénario se produise. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis le football, défaite inquiétante de l'équipe de France hier 2-0 en quart de finale allée de la Ligue des Nations face à la Croatie. Malgré le retour de Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps ont été très décevants et Cyril de la Morinerie, les Bleus doivent maintenant réagir. Oui, la première mi-temps fut un vrai cauchemar pour les Bleus avec 2 buts encaissés. Après quelques minutes, les Français ont concédé un pénalty finalement repoussé par le gardien Mike Maignan. Emmenés par le redoutable vétéran de 39 ans Luka Modric, les Croates ont récité leur football. Après la pause, les Bleus ont réagi avec des occasions de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Didier Deschamps, au micro de TF1, regrette beaucoup la prestation de son équipe en première période. On a eu des pertes de balles, des erreurs techniques. On a donné les opportunités à l'adversaire. Évidemment, la deuxième mi-temps est bien meilleure en maîtrise, en justesse technique. La situation la meilleure, elle est pour la Croatie, bien évidemment, mais on a perdu la première manche. On va faire en sorte de gagner la deuxième chez nous. Dimanche soir, au Stade de France, les Bleus devront réussir le match parfait pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Ils en sont capables. En 2013, lors des barrages de la Coupe du Monde, l'équipe de France, battue à l'aller 2-0 en Ukraine, s'était imposée quelques jours plus tard, 3-0. Cyril de la Morinerie. Voilà, les matchs retour dimanche donc au Stade de France. Merci Théo Grévin, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, Dimitri Pavlenko, les enfants d'Europe 1. Le rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio préférée. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Que va-t-on entendre ce matin ? Retour sur l'attaque terroriste de Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Allez, à tout de suite. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin.